Une planche, format paysage. Le dessin, précis, lignes claires, en noir et blanc, ressemble à ces gravures naturalistes du XIXe siècle. Il décrit et légende, sous tous ses angles, une créature étrange dont il dit aussi le nom, Brunaspis enigmatica. En haut à gauche, une vue de dessus et une vue de dessous. Côte à côte, deux cercles poilus et organiques. La partie supérieure est percée d'une entrée vers l'intérieur du corps. Au centre, une vue en pied de l'animal, sorte de corps mou, plus ou moins cylindrique, rainuré et poilu, posé sur un socle et prolongé dans sa partie supérieure d'un appendice vertical qui ressemble à une petite main pleine de doigts, eux-mêmes pleins de poils. D'autres dessins détaillent et dissèquent le fonctionnement de l'animal. La biologie de sa surface inférieure, la biologie de sa surface supérieure qui ressemble à une fleur, le détail des poils, du tissu cellulaire, une coupe qui révèle les entrailles spongieuses et sans os. Nous sommes là devant l'interprétation dessinée de paléontologues du futur suite à leur découverte d'étranges vestiges fossiles sur les rives de la rivière de Cristal dans les strates géologiques de la Grande Crise. Une planche issue d'un article coécrit par Jan Zaladziewicz et Anne-Sophie Milon. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans Sciences dessinées sur Radio Anthropocène, l'émission qui s'intéresse à la pratique, à la valeur et aux effets du dessin dans la recherche scientifique et la production du savoir. Aujourd'hui, on va parler de dessin et de géologie, de dessin comme écriture et du dessin comme animation de la science avec mon invitée, l'artiste chercheuse Anne-Sophie Milon. Anne-Sophie Milon, bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir. Merci à vous d'être là donc à distance, mais là tout de même. Anne-Sophie Milon, votre parcours académie est déjà une promesse. Vous êtes diplômée de la HIR, la Haute École des Arts Graphiques, en illustration animée à Strasbourg. Et puis vous êtes aussi diplômée du Master SPIP pour Sciences Po, École des Arts Politiques de Bruno Latour. Et quelques années plus tard, vous reprenez vos études pour faire un master en anthropologie des sciences à l'EHESS, où vous soutenez en 2022, je crois, un mémoire sur le pouvoir d'agir des roches calcaires. Et en fait, il faut le souligner, le cœur de vos recherches et de vos expérimentations, c'est justement aussi ce qui nous mobilise sur Radio Anthropocène, puisque vous travaillez aux côtés de chercheurs et de chercheuses sur les questions écologiques par le prisme du géologique. Alors, ma première question, elle porte sur votre parcours. Comment est-ce qu'on passe de l'illustration animée à l'Anthropocène ? Ça se passe au moment en fait où je crois que j'ai fait le tour de ma formation. En fait, j'ai été formée en illustration et je sens que ce qui m'intéresse dans le dessin, c'est sa manière d'animer. Donc, je pars me faire former chez Wallace et Gromit en Grande-Bretagne. Et quand tout ça est fait, de savoir dessiner et faire de l'illustration et du dessin animé, je commence à venir questionner le type de commande et je commence à franchement m'ennuyer à travailler pour, par exemple, typiquement faire des spots publicitaires pour une banque. Et donc, je reprends cette formation en art politique à Sciences Po avec, entre autres, Bruno Latour, mais aussi je rencontre ce que c'est que la diversité des scientifiques, de ce que c'est que les sciences sociales et humaines, ce que c'est qu'elles font terrain. Et elles me parlent, elles m'initient aux noms humains et elles me font penser, elles me montrent qu'on peut animer des noms humains autrement que par le dessin. Et tout ça par le biais d'une initiation à ce que veut dire l'écologie politique, tant d'un point de vue science de la vie et de la terre, la mutation climatique, la perte de la biodiversité, mais aussi les inégalités sociales de genre et de race qui sont associées avec ça. Et là, c'est comme ça que je rencontre la géologie. Voilà, ça paraît peut-être un peu large, mais c'est comme ça que se fait la rencontre avec Jan Zaladziewicz et dans ce contexte-là. Et alors justement, vous collaborez depuis plusieurs années, je crois que ça fait plus de 7 ans, avec ce paléobiologiste britannique, Jan Zaladziewicz, qui a présidé de 2009 à 2020 le groupe de travail sur l'Anthropocène au sein de la Commission internationale de stratigraphie, ce qui n'est pas rien, hein, c'est l'institution universitaire qui est chargée de diviser l'histoire de notre planète en ères, en périodes et en époques géologiques. Et vous avez notamment publié ensemble 2 textes dessinés tout à fait passionnants.
éléments, dont le premier que j'ai essayé de donner à voir par cette petite introduction, qui date de 2016 et qui a le nom mystérieux donc, de Brunapsis enigmatica. Et donc, je vous propose qu'on revienne sur ce texte qui prend la forme toute la forme d'un article scientifique en paléontologie et qui s'avère en réalité un exercice tout à fait stimulant et même très drôle, j'ai trouvé, de science-fiction sur les devenirs fossiles de notre monde. Alors, si je résume, et vous me corrigerez si je vais trop vite, mais on est donc face à des paléontologues du futur qui sont des non-humains, parce que la civilisation humaine a disparu depuis fort longtemps suite à ce qu'ils appellent la grande crise. Et donc, ces paléontologues découvrent une quinzaine de fossiles dans un chantier de fouilles, qui est situé dans la rivière de Cristal, et ils vont documenter cette découverte à travers le dessin notamment, et ensuite ils vont interpréter ces vestiges et proposer ce qu'ils présentent comme une reconstruction raisonnable à partir de l'hypothèse qu'il ne s'agit pas d'artefacts, comme ont tendance à conclure leurs collègues, mais qu'il s'agit au contraire d'une espèce animale jusqu'alors inconnue et qu'ils vont nommer Brunapsis enigmata, donc la merveilleuse énigme. Et donc c'est un texte très drôle parce qu'on comprend, et alors là je voulais voir avec vous si vous étiez d'accord que je spoil un peu l'article avant d'aller plus loin, ou si vous voulez qu'on en discute sans révéler la chute aux auditeurs. Comme vous voulez, j'ai une très bonne anecdote là-dessus, si ça vous intéresse, sur la méthodologie, parce que vous avez raison, en fait, voilà, ce texte, il date de 2016, et je crois que quand on le fait, je prends pas encore la mesure des effets qu'il va avoir. Et en fait, aujourd'hui, pourtant, on a fait plein d'autres choses ensemble avec Jan Zalazevich. Je crois que ça reste un des plus beaux travaux qu'on a fait parce que c'était un travail de rencontre interdisciplinaire et qu'il y a eu plein de confiance, plein de générosité, et qu'avec le recul, il est très puissant. Et effectivement, ça ne répond toujours pas à la question s'il faut qu'on spoil ou pas l'envers du décor, mais en fait, je pense que c'est pas. Sachez que pour faire ce travail-là, on est allé quand même, on a fabriqué, donc on a reconstitué les preuves fossiles qui sont basées pour faire cette enquête qui m'amène finalement à la création de cette créature organique. Sachez qu'on a présenté officiellement ces preuves fossiles au département de géologie de l'Université de Leicester, et que c'est tous les jeudis l'ensemble du département. Donc, il faut savoir, c'est tous les scientifiques qui ont 30 ans de carrière derrière eux, les jeunes chercheurs, les doctorants, les post-docs, tout le monde était là. Ils n'ont pas su reconnaître ce que c'était. Ah, d'accord. Et donc, on ne dira pas ce que c'est. En fait, c'est-à-dire que ce qu'on va dire à nos auditeurs, c'est donc qu'il y a ces fossiles, ces faux fossiles reconstitués donc, dans cet exercice de projection, et qu'il y a une proposition d'interprétation par ces faux paléontologues également. En tout cas, ce qui nous intéresse aussi, c'est que cet exercice, il passe en partie par le dessin. Et il déploie le dessin à deux endroits de la pratique de la paléontologie. Il y a le dessin de fouille et il y a le dessin de reconstruction et d'interprétation. Et finalement, si ce que vous proposez, vous, c'est une fiction, ces deux types de dessins, ce sont quand même des réalités dans l'exercice de cette science. Et donc, je voulais savoir un peu comment vous aviez abordé ça ensemble avec Jan Zalazevich. Pour rebondir, sans dévoiler, effectivement, ne dévoilons pas parce que ça ne changerait rien. Au fond de cet article, d'un point de vue du dessin, effectivement, vu que c'est le sujet de l'émission, en fait, pourquoi Jan Zalazevich, quand je le rencontre dans ce contexte, s'intéresse aussi à moi, parce que j'ai une pratique de dessin et qu'en fait, la paléontologie est étroitement liée, la géologie en général est étroitement liée à la pratique de dessin. Plus particulièrement la paléontologie, parce que vous trouverez aussi des géologues qui sont plutôt obnubilés par leurs capteurs et par des courbes. Mais dans la pratique, qu'est-ce que la paléontologie ? C'est des biologistes du passé. Donc en fait, l'idée, c'est de regarder quelles étaient les créatures qui ont existé avant l'humain, ou même qui ont cohabité avec l'humain, parce que c'est les paléontologistes qui ont mis en lumière tous les mammouths. Mais donc l'idée, pour faire ça, c'est en fait, ils sont passés par... Ils ont repéré qu'il y avait des traces dans les sols qui étaient quand même un peu étranges,
soit des traces, soit littéralement des fossiles. Et en fait, ça a été par un jeu mais même les fossiles de dinosaures qui, par exemple, nous paraissent complètement évidents aujourd'hui. Enfin, quand on les a trouvés dans la Terre, c'était quand même un sacré puzzle. Mhm. Et donc, le dessin leur a permis de reconstituer, de construire la biologie. Et en fait, d'imaginer des mondes, d'imaginer des créatures du passé pour les peupler. Mais que ce soit de l'animal à la plante, au climat, à tout ce qui fait qu'aujourd'hui, quelqu'un qui sait dessiner va représenter le monde actuel dans lequel on vit. Et donc, pour revenir sur moi, ma pratique, quand Yann me contacte, en fait, il a besoin de moi parce au lieu de se projeter vers le passé, on se projette vers un futur très lointain. Donc, il a besoin de mes compétences pour être capable d'imaginer à l'inverse ce que ça va être dans le futur. Enfin, un futur qui regarderait le présent actuel. Et en même temps, ce qui se passe, comme moi, j'accepte le deal, je suis là, bah, allons-y, je mets mes compétences de dessin au service de tes connaissances géologiques. Et en faisant ça, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il m'initie à la méthodologie de la paléontologie. Et donc, comme vous le disiez, c'est-à-dire on va avoir des dessins qui sont autant de l'ordre d'une coupe, plutôt de la cartographie, de la géographie pour situer le terrain, que des planches biologiques pour reconstituer les êtres et voir les étapes à partir des empreintes dans les roches, comment on remonte et comment on crée un monde dans tout ce qu'il est, quoi. Et est-ce qu'il y a, parce que en fait, ce qui se dévoile aussi dans cet article, c'est l'erreur en fait dans l'interprétation qui est faite par ces paléontologues qui, dans cet exercice de projection par le dessin, vont proposer une interprétation de ces fossiles qui est tout à fait erronée. Et c'est dans cette erreur que se situe l'humour de l'article. Et je me demandais ce qu'il y avait derrière cette blague. Est-ce que le projet, c'est aussi un projet de critique amusée de l'exercice de la science sur ce passage en fait de traces fossiles à des interprétations et des récits beaucoup plus larges qui s'instituent comme des vérités? Alors, c'est deux choses. La première, c'est quand je vous disais que par le biais de cet exercice, Jan Zalazevich m'initie à ce qu'est que la science de la paléontologie. Il m'initie aussi en plus général à la science de la géologie. Et sur cette erreur, c'est là où Yann me transmet en fait ce qui est pour lui l'épistémologie fondamentale de cette science, qui est les sciences de la Terre, c'est se tromper. Ouais. Il me dit, Anne-Sophie, l'enjeu des sciences de la Terre, c'est de se planter. Parce que si on ne se plante pas, il n'y a pas de réaction en face. Puisqu'en fait, on passe notre temps à faire des articles qui sont repris par des collègues pour être contredits et pour être complexifiés. Donc s'il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de science. Et en fait, lui, il le situe à ce moment-là sur essentiellement les sciences de la Terre. Mais maintenant que moi, j'ai croisé d'autres sciences, la science de l'anthropologie, la science de la biologie, la science de la chimie, en fait, je me rends compte que c'est commun à énormément de scientifiques et aux sciences. En fait, une vraie science, et j'utilise le mot vrai dans tout ce qui, je sais de quoi il est chargé, politiquement et moralement, une vraie science est une science qui assume qu'elle peut se planter et qu'elle sera contredite. Vous avez travaillé dans le cadre d'autres collaborations, dans d'autres exercices plus sérieux, dans le sens où il ne s'agissait pas de fiction, donc notamment aussi avec Jan Zalazevich. Vous avez travaillé sur le dioxyde de carbone, où vous expérimentez des modes de représentation du dioxyde de carbone en dehors de son aspect moléculaire. Vous avez aussi travaillé avec Clémence Allais, qui est chercheuse en histoire de l'environnement, avec qui vous avez publié en 2020 une sorte de cartographie dessinée basée sur l'inventaire des néologismes qui gravitent autour de l'hypothèse anthropocène. Malheureusement, on n'a pas le temps de revenir en détail et décrire toutes ces expériences, mais peut-être qu'une façon de le faire, c'est en répondant à la question un peu plus générale de toutes ces expériences. Est-ce que vous pouvez proposer des conclusions ou des hypothèses sur ce que peut le dessin en tant qu'écriture de la science? Parce que dans ces deux références dont je viens de parler, vous êtes là en tant que co-autrice aux côtés de chercheurs et de chercheuses sur des publications scientifiques. Et donc, si le dessin est une écriture singulière qui est capable de produire des formes propres de compréhension et d'analyse du monde, du coup, sur quoi elle repose? Quels sont ses attributs et ses propriétés propres?
Ben, de toutes ces expériences, moi, après plus de 10 ans de ce type de pratique, de pratiquer le dessin par le biais, aux côtés de chercheurs ou de chercheuses, pardon, qui en fait, dont le mode de faire, c'est essentiellement par le mode du texte et des entretiens et beaucoup de mots, beaucoup de mental. En fait, je me suis rendu compte que moi, le dessin, il me permettait, je les accompagnais dans ces recherches, mais qu'on n'avait pas du tout la même manière de prendre des notes. Et qu'en fait, le dessin me permettait ce qu'on appelle le croquis, c'est-à-dire me permettait de maintenir, d'animer, de mettre en mouvement des modes de pensée et des idées qui étaient en train de circuler. Des choses invisibles, en fait. Et c'est là où, avec ces personnes-là, que ce soit Yann ou Clémence, mais avec d'autres aussi, j'ai de la chance, ils ont su reconnaître ces compétences-là et ils ont su en tirer profit. Moi, comme j'ai pu tirer profit aussi de leur connaissances scientifiques dans leur domaine et leur analyse. Et en fait, on a croisé nos compétences communes pour en fait mettre en mouvement différemment leurs hypothèses de recherche, au-delà du Word qui en fait aplati d'une certaine manière, réduit, ouvre aussi. Hein, c'est pas, je ne suis pas une grande critique du Word, mais il est linéaire, il est de haut en bas, alors que le dessin, il permet une sorte de vision en mouvement, de vision un peu plus holistique et heuristique. Et en fait, c'est ça que, d'après moi, le dessin n'est pas juste là pour illustrer des faits scientifiques achevés. Il peut le faire, hein, il y a des collègues qui le font, mais pour moi, dans ma pratique, je suis là pour aider et animer des processus de recherche. Et en fait, ils permettent de mettre en lumière des réelles découvertes scientifiques. Dessiner en faisant de la recherche, ça fonctionne, vraiment. Et peut-être que vous pouvez nous proposer une définition de l'animation dans cette perspective. C'est animer dans quel sens? Animer dans son sens de ce qu'il veut dire dans l'épistémologie du mot français, qui veut dire en fait mettre une âme. Alors c'est très critique, mais en fait, quand je vous dis ma rencontre avec l'écologie, elle se passe essentiellement et comprendre que j'ai des outils à ma disposition en tant qu'illustratrice et savoir faire du dessin animé traditionnel pour les sciences, je le comprends quand je rencontre tout ce qu'ils appellent aujourd'hui le tournant ontologique, où en fait on a beaucoup d'anthropologues qui parlent d'animer, de perspectivisme, de prendre la perspective du jaguar pour regarder comment il s'ouvre au monde. Et en fait, là, je me dis, mais il y a quelque chose. Là, il y a vraiment quelque chose de savoir faire déplacer en fait notre regard et sans faire de relativisme, montrer qu'en fait, on vit dans un monde pluriel. Et ben, c'est ça pour moi animer, c'est dépayser, c'est savoir dépayser. Et c'est très vrai. Voilà, Pardon, c'est très vrai dans votre travail avec Clémence Allais, justement, où on a cette production, cette cartographie dessinée qui est la modalité d'expression en même temps que de la construction de cette pensée sur les positionnements des chercheurs autour de l'Anthropocène. Pour finir, vous travaillez actuellement sur un nouveau projet qui s'appelle le musée pétrifié. Alors, si j'essaie de résumer ce travail en cours, c'est une création qui s'appuie sur le corpus d'archives géologiques de la British Geological Survey, donc des fossiles d'animaux, de plantes, de bactéries, des microfossiles, des coupes de roches, des carottes géologiques, etc. Et qui va se déployer en 3 volets. Il y a une exposition, un laboratoire avec des ateliers et un spectacle de théâtre. Et c'est une proposition artistique qui est coécrite avec des enfants qui vont visiter l'exposition et participer aux ateliers. Et la pièce sera écrite à partir des récits inventés et récoltés pendant les ateliers. Et dans ce travail, le dessin n'est pas absent, puisque vous allez proposer dans le cadre du laboratoire des ateliers d'exploration dessinée de la frontière entre géologie et biologie. Et du coup, je voulais vous entendre sur la place du dessin dans cette expérience et la manière dont il rencontre d'autres régimes d'expression, et notamment l'expression théâtrale, sachant qu'il nous reste 2 minutes pour cette dernière question. Merci de me laisser. Mais en fait, c'est encore une histoire de sortir de ma zone de confort. En fait, dans le travail avec Clémence Allais a travaillé avec moi sur cette cartographie, mais elle aussi, elle est sortie de sa zone de confort. Elle avait déjà travaillé avec le monde du théâtre pour mettre elle a aussi regardé comment le monde de la dramaturgie pouvait la faire bouger dans sa recherche.
Et en fait, je m'inspire de son geste et de son courage pour en fait faire la même chose avec ma propre recherche où en fait je me sens de plus en plus seule entre mon dessin et mes cailloux. J'ai mes géologues avec lesquels j'échange, mais je sens que d'un point de vue créatif, de traduction par le dessin et d'animer, encore une fois, je peux plus le faire seule. Enfin, de toute manière, si dans les auditeurs et auditrices, il y a des gens qui font du dessin animé, ils savent déjà très très bien que c'est un travail collectif. Et ben là, c'est pareil. Et en fait, j'ai envie de l'ouvrir. J'ai proposé à donc la Lighthouse Company de venir m'aider avec leurs compétences de dramaturgie à animer mes recherches sur le calcaire. Et en fait, l'idée, c'est que là, le dessin va devenir, on va s'inspirer des dispositifs des cabinets d'amateurs du XVIIe siècle. Et en fait, je vais venir représenter des protagonistes par des tableaux qui vont faire une sorte de scénographie qui fait aussi salle d'exposition. Et en fait, on va travailler autour, ce dispositif, cette scénographie va activer des workshops avec des enfants et avec un acteur qui va jouer comme le médiateur d'un musée. Et de là va sortir des récits qui vont nourrir en fait la manière de faire des liens entre ces protagonistes et ces tableaux. Et voilà, on n'en est qu'au tout début de la recherche, les ateliers vont commencer, mais juste pour vous prévenir, la première de ce spectacle aura lieu en décembre 2024, donc sous peu. D'accord, et ben on note la date, décembre 2024, donc dans cet appel aussi au collectif et qui fait écho avec nos préoccupations sur Radio Anthropocène. Merci beaucoup Anne-Sophie Milon, merci à vous. Merci à vous. Et restez sur les ondes de Radio Anthropocène.